Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette session autour de MongoDB et Kubernetes. Au cours de cette présentation, qui durera environ 30 minutes, suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes, nous allons parcourir les différentes options pour opérer MongoDB sur Kubernetes. Depuis quelques années, l'utilisation des containers est de plus en plus répandue et l'orchestration de ces containers devient un réel challenge. Un autre challenge est que toutes les technologies doivent pouvoir s'adapter à cette nouvelle approche. C'est pourquoi MongoDB, aujourd'hui, a mis un ensemble d'outils lui permettant de s'intégrer facilement avec cette nouvelle façon de travailler. Je m'appelle Idriss Ouazani, je suis Solution Architect chez MongoDB et je suis très ravi aujourd'hui de vous accompagner tout au long de cette présentation. Pour aujourd'hui, je vous propose l'agenda suivant. Nous allons tout d'abord revoir quelques fondamentaux, tout ce qui est container, Kubernetes, MongoDB. Ensuite, nous allons parcourir les 3 options disponibles pour opérer MongoDB sur Kubernetes. Et enfin, nous allons conclure cette présentation avec une démo sur GCP GKE où nous allons déployer un réplica set en utilisant notre opérateur communautaire. Démarrons la partie fondamentaux par la notion de container. Qu'est-ce que la containerisation? Afin de mieux comprendre le besoin de containerisation, prenons un exemple d'une application lambda. Cette application a un web server, une base de données, un système de messaging, un orchestrateur. Chacune de ces briques dispose de dépendances, librairies, prérequis par rapport au système d'exploitation. Lorsque l'on parle d'une brique, tout va bien. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un nombre important d'éléments, tout cela devient vite très complexe. Ainsi, il se peut qu'une brique ait besoin d'une ancienne version d'une librairie, alors qu'une autre brique, elle, a besoin de la même librairie, mais en version plus récente. Cela crée donc des conflits. Afin d'y remédier, nous allons tout simplement décomposer chaque brique en éléments singuliers, avec ses propres librairies et dépendances, complètement isolés les uns des autres. Pour ce faire, nous allons rajouter un container engine, et le plus connu étant Docker. La containerisation permet une séparation nette des responsabilités, car les développeurs se concentrent sur la logique et les dépendances de leurs applications, tandis que les ops peuvent se concentrer sur le déploiement et la gestion sans vraiment se préoccuper des détails de l'application, tels que les configurations et versions logicielles d'une application. Passons maintenant à la partie Kubernetes. Kubernetes est un orchestrateur de containers. Vous allez me dire, mais pourquoi a-t-on besoin d'un orchestrateur? Très bonne question. Prenons un exemple où j'ai une application Node.js que je souhaite déployer sur un Docker host. Pour déployer un conteneur Node.js, cela est très simple. Il suffit de taper Docker run Node.js. Cependant, je souhaite en avoir un autre pour des raisons de disponibilité, puis peut-être un autre. Et puis, si jamais un des containers est en panne, comment vais-je le savoir? Dois-je rester devant mon écran tout le temps? Et il faut maintenant que je le remplace. Là, on parle de 3 containers. Imaginons le cas où on parle de milliers de containers, ou même quelques dizaines. Cela devient tout simplement impossible à gérer manuellement. Vous le voyez venir, il nous faut donc un orchestrateur. Imaginons le cas où on veut créer 1000 containers Node.js. Un orchestrateur, ici Kubernetes, nous permettrait de le faire en une seule ligne. Concrètement, qu'est-ce qu'un orchestrateur me permet de faire? Un orchestrateur va me permettre de gérer la disponibilité et la redondance des conteneurs, de gérer la scalabilité, la gestion des conteneurs, par exemple le changement d'un host en cas de panne, allocation des ressources entre les conteneurs, gestion de l'accès à ces conteneurs par le monde extérieur, load balancing, monitoring et plein d'autres choses. Il existe plusieurs technologies d'orchestration de conteneurs. Vous reconnaîtrez ici 3 logos, Kubernetes, MESOS et Docker Swarm. Mais Kubernetes reste la technologie la plus adoptée aujourd'hui et c'est pour cela que notre session s'appelle MongoDB et Kubernetes. Prenons une minute pour revoir l'architecture de Kubernetes en partant d'un exemple assez simple. Vous commencez à comprendre que je suis un fan d'exemples. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça vous donnera une idée sur comment fonctionne Kubernetes. En bleu, c'est l'océan. Dans cet océan, nous allons avoir un navire-mer et des bateaux porte-containers. Ces bateaux-là, à droite,
auront chacun leur propre capitaine. Appelons-le Kubelet. Kubelet est responsable de son bateau et doit s'assurer que les containers fonctionnent correctement. Chaque bateau représente un nœud dans le cluster Kubernetes. Dans ce nœud, nous allons avoir également d'autres composants comme le kube proxy, qui est l'identité réseau qui va permettre d'établir une communication avec les pods du nœud. Et notre bateau contient un container runtime type Docker, des pods et des containers. Pour information, un pod est constitué d'un ou plusieurs containers. Intéressons-nous maintenant à la partie gauche, au navire mère. Ce navire mère contient plusieurs éléments. Un etcd, qui est un stockage clé-valeur avec toutes les informations utilisées pour gérer le cluster. Ici, il contient par exemple les informations des différents bateaux et s'assure qu'il n'y a pas de conflit. Le scheduler, qui est le responsable de la distribution du travail pour les containers dans les différents bateaux. Par exemple, s'il y a de nouveaux containers à charger, le scheduler va s'occuper de les distribuer. Le contrôleur, lui, est le cerveau même de l'orchestration. Il est le responsable d'identifier et de répondre à une panne d'un container ou d'un pod, par exemple. Enfin, l'API serveur est le front-end de Kubernetes. On y trouve le management device, command line interface, etc. La dernière partie des fondamentaux est MongoDB. Vous avez plusieurs sessions durant ce .live où vous allez vraiment pouvoir découvrir MongoDB. Je ne vais donc pas trop m'attarder là-dessus. MongoDB est cette base NoSQL orientée objet, disposant d'une architecture distribuée, scalable et flexible. Nous allons revoir ici deux notions très intéressantes pour la suite, réplica set et sharding. MongoDB se base sur une architecture master-slave, ce qu'on appelle un réplica set. Le driver MongoDB, ce que vous voyez dans la partie applicative, va être l'interface de communication entre l'application et le serveur. Le master est lui appelé primaire, les slaves secondaires. La scalabilité dans MongoDB se fait verticalement et horizontalement, ce qu'on appelle le sharding pour la partie horizontale. L'architecture d'un sharded cluster ressemble à ça. On retrouve notre driver côté applicatif toujours, et on remarque un nouvel élément, le MongoS. Ce MongoS est un routeur qui sait orienter les requêtes vers les shards concernés. Pour ne pas perdre la haute disponibilité, chaque shard est un réplica set d'un primaire et de deux ou plusieurs secondaires. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous ici, c'est que MongoDB est la même base de données, quel que soit le mode choisi et l'infra derrière. MongoDB peut être déployé en self-managed, en utilisant Ops Manager avec notre version Enterprise, ou Fully Managed avec notre plateforme multi-cloud MongoDB Atlas. Maintenant que l'on a revu les fondamentaux, rentrons dans le vif du sujet. Comment déployer MongoDB sur Kubernetes? Il existe trois façons de gérer MongoDB sur Kubernetes. La première concerne la version communautaire open source. Depuis 2020, vous avez la possibilité de déployer la version communautaire en utilisant notre opérateur communautaire sous licence Apache sur Kubernetes. La deuxième option concerne notre version Enterprise. Pour cela, nous avons créé un opérateur Enterprise qui va vous permettre de déployer, monitorer, automatiser, optimiser, gérer les backups et la sécurité à l'aide d'Ops Manager. Et pour notre plateforme Fully Managed Atlas, vous avez la possibilité d'utiliser l'Open Service Broker pour gérer vos ressources dans Atlas. Pour la partie Self-Managed, nous avons parlé de opérateurs. Mais qu'est-ce qu'un opérateur et pourquoi a-t-on besoin de ces opérateurs? Comme on l'a vu, déployer un container sur une machine est une chose. Vous vous rappelez, Docker Run Node.js. Mais qu'en est-il lorsqu'on parle de dizaines, centaines ou milliers de containers sur un grand nombre de machines? Nous avons vu qu'avec Kubernetes, il était possible de le faire en une seule ligne, si vous vous rappelez bien. Cela fonctionne bien pour les stateless apps, comme les web servers, pour des raisons de scalabilité, par exemple. La limite de Kubernetes est lorsqu'on parle de composants, de clusters avec plusieurs composants qui doivent communiquer entre eux. Par exemple, Kubernetes saura déployer 3 nœuds MongoDB en standalone, c'est-à-dire isolés les uns des autres, mais ne saura pas
créer un réplicaset avec un primaire et des secondaires et un système de réplication et de failover automatique. Grâce à l'opérateur, Enterprise et maintenant communautaire, c'est possible. Un opérateur va simplement définir des ressources spéciales pour Kubernetes et va fournir un contrôleur pour eux. Vous vous rappelez du contrôleur, hein, le cerveau de l'orchestration. Cela va donc nous permettre de déployer des instances MongoDB avec plusieurs nœuds qui communiquent entre eux via cet opérateur sur Kubernetes. Pour résumer, un opérateur est un contrôleur Kubernetes qui maîtrise deux domaines, Kubernetes et un autre domaine, ici MongoDB. Cela permet d'automatiser plusieurs tâches et vous facilite la vie. Intéressons-nous tout d'abord à l'opérateur Enterprise. L'opérateur Enterprise va nous permettre de gérer trois nouvelles ressources Kubernetes. Vous vous rappelez, maîtriser deux domaines. Donc, le deuxième domaine, qui est MongoDB, va être introduit par ces trois ressources. Ces ressources sont des abstractions de haut niveau que nous allons enregistrer auprès de Kubernetes et l'opérateur se chargera de les gérer lui-même. La première ressource est MongoDB, qui est clairement notre serveur. Cela peut être un standalone, un replicaset ou un sharded cluster, comme on l'a vu précédemment. La deuxième est MongoDB User. Cela va nous permettre de créer des utilisateurs MongoDB et de les créer à l'intérieur des clusters via API Kubernetes directement. Et enfin, la troisième ressource qui est Ops Manager. Ops Manager est cette application Java que nous avons déployée et qui va jouer le rôle de centre de commande pour manager vos déploiements MongoDB. Ops Manager permet le monitoring, l'automatisation, l'analyse des index, le profiling des requêtes, gestion des backups et bien d'autres choses. Cela va commencer à devenir un peu technique, donc accrochez-vous. Si l'on regarde le schéma suivant, nous avons un cluster Kubernetes. Nous avons ici un namespace dans lequel nous avons notre opérateur qu'on a utilisé pour déployer l'application Ops Manager. Cet outil de management sera donc dans un namespace isolé. Ensuite, dans le namespace où l'on souhaite déployer notre MongoDB cluster, il est fort probable que l'application soit ici également. Et la première étape, donc, est de déployer notre opérateur. Cet opérateur aura besoin d'accéder au config map et au secret. Tout simplement, le config map va stocker la connection string vers Ops Manager et certaines propriétés autres. Et le secret va garder la clé API qui va permettre à notre opérateur de se connecter à Ops Manager, tout simplement. Dès lors que tout ceci est mis en place, nous pouvons commencer par déployer les services MongoDB. Un des services va être l'application d'un MongoDB CRD, donc le Custom Resource. Rappelez les trois informations qu'on a ramenées à Kubernetes, qui va définir le type de cluster à démarrer. Les autres CRD, pour définir les utilisateurs de MongoDB. Cela peut être des admins, donc si c'est un être humain, par exemple, ça peut être un être humain qui va se connecter en Scramsha, donc notre CRD va stipuler ça. Et puis, la deuxième ressource pourrait être un utilisateur applicatif qui utilisera un certificat X509. Généralement, on aura différentes façons de s'authentifier, tout ce qui est LDAP, X509, Scramsha, etc. Bien évidemment, pour lancer un tel déploiement, nous allons utiliser les ressources standards de Kubernetes comme les stateful sets, les persistent volumes, secret, storage classes, etc. Nous n'allons rien inventer dans Kubernetes. Notre opérateur va juste manager une partie de ces ressources Kubernetes pour déployer un cluster MongoDB. Je pense qu'il est toujours important de voir à quoi ressemble un CRD dans la vraie vie, pour vous faire une idée sur ce que ça peut contenir. Ici, c'est un exemple assez simple. Vous voyez, au début, on a kind MongoDB. Ceci va indiquer à Kubernetes que nous allons demander une ressource spéciale. Nous allons également définir le nombre de membres dans notre réplicaset et le type de cluster. Donc, ici, l'exemple est un réplicaset. Nous aurons également la version, donc ici 4.4 en version Enterprise. Et nous allons également devoir rajouter Ops Manager pour permettre à notre opérateur de se connecter à ce dernier et l'utiliser pour configurer le déploiement plus rapidement. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'une base de données, la persistance est toujours vraie.
Cependant, dans certains rares cas, si vous êtes développeur et que vous voulez avoir une base puis la supprimer juste après, vous pouvez l'avoir en faux, mais généralement, c'est en vrai. Et on a bien évidemment tout ce qui est PodSpec, ce qui est très standard pour l'approche Kubernetes pour démarrer les paramètres des services. Donc ici, on va définir CPU, memory, etc. Et on va déclarer quel type de persistance. Et là, vous pouvez voir qu'on a mis 10 gigas de taille. Donc, si l'on regarde un peu plus en détail ce que l'opérateur va faire. Tout d'abord, si la configuration est correcte, l'opérateur va commencer par provisionner des ressources Kubernetes. Ainsi, la première chose que nous allons faire est de déclarer des persistent volume claims, auxquels Kubernetes va provisionner des persistent volume de la taille totale définie par notre stockage. Les claims, donc on va demander des volumes persistants et puis Kubernetes va nous renvoyer les volumes si on rentre dans la taille stockage définie auparavant. Une fois que les persistent volume claims auront reçu ces fameux persistent volume, l'opérateur va créer des stateful sets. Vraiment, je ne veux pas rentrer trop dans les détails ici, mais un stateful set est un pod spécial qui est complètement indépendant de mes persistent volume. Donc, mes pods, mes volumes pourront avoir un cycle de vie complètement différent. Dans notre réplica set à 3 membres, nous allons avoir 3 stateful set pods. Et il est intéressant de noter ici que le service Kubernetes créera automatiquement un SRV avec lequel vous pouvez utiliser la connection string MongoDB. Dans ce cas, si nous augmentons la taille de notre réplica set, disons de 3 à 5 membres, Kubernetes changera automatiquement le DNS dans le service et le CRD changera automatiquement. Pour information, nos drivers MongoDB et la connection string n'ont pas besoin de collecter les noms de chaque pod. Ils ont juste besoin du nom du service et cela facilite vraiment, vraiment la connectivité. Donc, voici notre cluster Kubernetes avec une vue un peu différente. Nous avons ici un ensemble de nœuds qui sont nos worker nodes, ces fameux bateaux porte-containers. Vous remarquerez également la présence de notre namespace. Namespace, c'est une identité virtuelle que vous devriez mettre en place à travers les différents nœuds. Donc, nous déployons notre opérateur que Kubernetes va décider de placer dans n'importe quel nœud de façon complètement aléatoire. Ah oui, je ne vous ai pas dit, l'opérateur est un très très petit container. Il n'a vraiment pas besoin de beaucoup de ressources. Une fois l'opérateur en place, il va déployer un CRD, dans ce cas un réplica set. Kubernetes va placer ses stateful sets, donc ici 3, à travers les autres différents nœuds, donc pod et volume en se basant sur les labels et selectors. Disons que nous voulons déployer un autre cluster MongoDB. Cette fois-ci, on va dire un autre 5 nœuds. Notre recommandation est d'utiliser un autre namespace pour garder les clusters isolés du point de vue RBAC, Role-Based Access Control. Nous allons déployer donc un réplica set de 5 nœuds. Cette fois-ci, notre opérateur pourrait être déployé dans un autre nœud. Kubernetes va toujours essayer de distribuer les stateful sets sur tous les nœuds. Mais s'il n'y a pas suffisamment de nœuds, admettons que j'ai 4 nœuds pour un réplica set de 5 nœuds, il se peut que Kubernetes décide d'en mettre plusieurs dans le même nœud. C'est pour cela qu'il est très, très important de définir les configurations et la mémoire à allouer, parce que Kubernetes va proactivement décider où mettre ses pods de telle sorte à répondre aux exigences que vous avez définies. Dans le cas où un worker commence à consommer de plus en plus de ressources, Kubernetes peut décider de distribuer les workloads différemment. Passons maintenant à notre opérateur communautaire. L'opérateur communautaire ressemble a priori à notre opérateur enterprise. La seule différence va être, ou la grande différence va être sur que contient les stateful sets. En fait, dans les stateful sets, on va trouver un container. Déjà, on n'a pas Ops Manager, donc on perd tout ce qui est monitoring, optimization, automation, backup et sécurité. Mais ici, donc, sur la partie container, nous allons avoir 2 éléments importants. Nous allons avoir l'instance MongoDB. Ça peut être une instance que vous allez démarrer à partir d'une image de Docker Hub ou une image que vous avez construite vous avec les dépendances que vous souhaitez avoir. Et on aura un MongoDB Agent qui est donc on va dire ce composant qui va nous permettre de manager ces containers directement par l'opérateur.
On utilise la même notion, par exemple, sur certains outils comme Ops Manager, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Une autre vue de notre opérateur communautaire serait celle-là. Donc, vous avez le Kubernetes Controller, le MongoDB opérateur, et vous allez voir que donc, envers c'est mes pods, donc mes stateful set, et là, je vais avoir Agent qui va avoir une configuration qui va être définie par l'opérateur, et en fonction de cette configuration, il va lui-même configurer pardon, l'instance MongoDB de notre pod. Et du coup, cela vous donne une bonne visibilité. Alors, toutes les informations sur notre opérateur communautaire sont disponibles sur GitHub. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, à y répondre, à rajouter vos idées. L'idée étant vraiment de partager ça avec la communauté. Et dernièrement, la partie Atlas Open Service Broker Architecture, qui est plus ou moins assez simple puisqu'on parle d'un service assez connu, donc Open Service Broker API, qui va nous permettre de lancer des instances et les gérer directement via Kubernetes sur Atlas. Maintenant, passons à la partie, on va dire, pratique. Ici, je vais vous montrer comment on va déployer un réplica set sur GCP GKE en quelques minutes en utilisant notre opérateur communautaire. Comme vous pouvez le voir, je suis sur GCP, Google Cloud Platform. Donc, je suis sur le portail, je suis sur la partie Kubernetes Engine. Au niveau des clusters, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé un cluster, Demo Live Cluster. Alors, pour information, j'ai pris la partie Free Trial, comme ça, je n'ai pas à payer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous voulez reproduire cette démo, vous pouvez le faire très facilement chez vous, sans avoir de souscription GCP. Alors, ici, j'ai pris donc toute la configuration standard d'un cluster Kubernetes et 3 nœuds, donc de petites machines ici. Alors, comme je vous ai dit, nous allons déployer un réplica set, un cluster MongoDB en réplica set avec l'opérateur communautaire. Alors, pourquoi je n'ai pas choisi l'opérateur Enterprise? Parce qu'il est un peu plus riche en fonctionnalités et il y a aussi la partie Ops Manager, donc ça a risqué de prendre un peu plus de temps. Mais si vous êtes intéressé par la partie Enterprise, on a tout sur la partie documentation. On a donc comment installer l'opérateur, comment déployer Ops Manager, etc., etc. D'accord? Donc, très bien. Ça, c'est assez clair. Donc, maintenant, on peut regarder comment on peut créer ce réplica set. Alors, j'aimerais bien que vous vous rappeliez avec moi des différentes étapes qu'on a vues. La première chose, c'est que on veut ramener cette connaissance MongoDB à Kubernetes. On veut partager avec lui ses Custom Resource Definitions. Vous vous rappelez, on avait trois pour la partie Enterprise. On avait la partie MongoDB.MongoDB, la partie MongoDB.User et MongoDB Ops Manager. Et du coup, là, on va faire la partie MongoDB, l'instance. Donc, pour ce faire, je me suis déjà connecté donc, à mon cluster Kubernetes. Je vais venir ici, CRDS, et là, j'ai ma partie donc CRD, qui est dans Custom Resource Definition, qui est un fichier YAML. Et donc, là, vous pouvez voir que ça a été créé. Donc, maintenant, j'ai partagé ce savoir avec Kubernetes. Là, il faut que je déploie mon opérateur. Alors, pour déployer mon opérateur, c'est assez simple. Donc, je vais venir ici créer. Donc, j'ai un fichier opérateur dans lequel j'ai 4 fichiers YAML. Je vais vous les montrer. Mais juste avant de faire ça, je vais écouter ce qui se passe sur mon cluster dans Kubernetes. Et là, je vais déployer l'opérateur et vous allez regarder ce qui va se passer. Donc là, on va avoir Container Creation. Vous pouvez le voir ici. Et là, c'est bon, ça a été créé. Ça a pris 6 secondes. Donc là, si je mets kubectl get pods, je vais voir que mon opérateur est up and running. Je vous avais dit, hein, l'opérateur est un tout petit container et donc facilement déployable. Alors, si je viens sur la partie workload, je vais voir que mon opérateur il est là, mais je n'ai pas encore d'instance MongoDB. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer maintenant mon réplica set. Pour information, pour votre curiosité, sur la partie opérateur, qu'est-ce que j'avais comme donc, fichier YAML? Donc, c'était sur deploy, opérateur. Alors, je vais juste augmenter la taille. Et donc, sur la partie opérateur, j'avais
c'est donc le fichier YAML de l'opérateur, donc type deployment, etc. avec les noms. Alors, pour la partie enterprise, c'est beaucoup plus riche que ça. Et puis, on a des informations comme le role binding, le role et service account. Donc, maintenant notre opérateur marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer le réplica set. Donc, là, je viens d'appeler F, deploy, et ici, normalement, j'avais mon réplica set. Donc, j'ai vu, donc je vais créer MongoDB pour MongoDB, donc c'est CRD, c'est cette connaissance qu'on a ramenée à Kubernetes. Et là, on va créer le réplica set qui s'appelle exemple MongoDB. Donc, vous allez voir ici qu'on aura déjà le premier nœud, qui est donc mon exemple MongoDB 0, qui va donc être créé. Alors, vous allez remarquer qu'on a 0 sur 2. Donc, les deux, si vous vous rappelez bien, sur la partie communautaire, on avait deux éléments dans notre stateful set. On avait la partie MongoD, donc l'instance, la base, le serveur, et on avait ce MongoDB agent. Et du coup, en fait, cet agent-là fait partie de ce stateful set. Donc, on va déployer les deux pour nous permettre de manager l'instance ultérieurement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est sur 1 sur 2. Si vous voulez voir à quoi ressemble mon fichier YAML pour la partie, on va dire, déploiement, alors j'ai créé un secret, donc un secret normal sur Kubernetes. Et puis, mon réplica set est quelque chose comme ça. Donc, comme on avait vu, j'ai le kind MongoDB, j'ai le nom, c'est exemple MongoDB. Bon, après, le cluster name, le réplica set, j'en ai 3, donc les membres, c'est un réplica set, version 4.2.6, persistance vraie. Et là, j'ai mis des pods spec. Alors, j'ai pas mis par rapport à tout ce qui est CPU, memory, mais je pourrais le faire si jamais je voulais. J'ai juste pris la persistance, donc la partie storage, où j'ai mis 10 gigas. Et donc, sinon, après, j'ai mis donc, tout ce qui est sécurité. Je veux du Scrum, donc mon utilisateur va être Idris, etc., etc. Et voilà. Donc, en plus, dans les containers, on aura un MongoDB Agent et le MongoD, les deux composants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Donc, on a le premier qui tourne. On a donc le deuxième nœud qui est en train d'être créé. Alors, si je regarde ici, control, get pods, et là, je vais voir que j'ai mon opérateur. Là, vient de s'ajouter à mon opérateur le premier nœud. Et là, le deuxième, il est 1 sur 2. Et il est même maintenant 2 sur 2. Donc, si on revoit. Et là, on a le troisième nœud, donc le réplica set, qui va être créé sous peu. Donc là, il est en initialisation, mais ça va tout de suite être créé. Si on regarde ici sur la partie donc workload, vous allez voir que j'ai mon opérateur, mais en même temps, là, j'ai mon cluster, exemple MongoDB, qui est donc en train d'être créé, qui est maintenant à 2 sur 3. Comme vous avez pu le voir sur le type, on est sur un stateful set. Et bien sûr, ça, c'est mon cluster Kubernetes. Donc là, je suis sur 1 sur 2 et normalement, là, je vais être 2 sur 2. Voilà, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis à 2 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 2 et 1 sur 1. Donc là, j'ai mon opérateur et mon réplica set. Si je regarde dans ma partie workload, j'ai donc mon cluster qui tourne et qui est donc, up and running. Sur la partie service, donc vous voyez que j'ai un exemple MongoDB c'est ici. Si jamais je veux me connecter, je vais faire du port forwarding. Bien évidemment, ce n'est absolument pas utilisé en prod, mais c'est juste pour la démo. Et du coup, ce que je vais venir faire ici, pardon. Donc, je vais venir faire donc ce fetching. Donc là, je vais forwarder le port à mon port 8080 et en localhost. Et du coup, si je cherche à me connecter à un MongoDB, qu'est-ce qu'on voit? On est dans l'exemple MongoDB et on est sur le primaire. Donc, c'est bien un réplica set, c'est bien des composants qui communiquent entre eux. Et donc, on a bien un réplica set qui a été déployé correctement. J'espère que vous avez apprécié la petite démo. Et donc, maintenant, passons à la section questions-réponses.